le chef du gouvernement qui est arrivé le samedi. Et il était à la tête d'une importante délégation et il vient là face à la presse. Il a salué le membre du gouvernement. Il y a aussi les députés nationaux qui sont là et aussi les directeurs à la présidence de la République. Monsieur le Premier ministre, devant vous, il y a la presse, tous les organes de presse au niveau local, national et au niveau international qui sont venus pour vous écouter à l'occasion de votre visite à Goma. Vous êtes arrivé depuis le samedi et la presse veut avoir des précisions parce que vous avez fait des visites, vous avez tenu des réunions, de différentes réunions et votre communication s'est éclairée l'opinion sur l'importance de votre visite à Goma. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Oui, merci Marcel. Mesdames et messieurs de la presse, me voici au terme de mon séjour très productif et instructif dans cette belle ville de Goma. L'éruption du 22 mai dernier est un événement qui nous a beaucoup affectés et pour lequel, dès ce soir-là, toute la nation a été affligée. Je suis donc venu ici pour porter un message de soutien et de réconfort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à toute la population du Nord Kivu. Et aussi porter un message de condoléances à toutes les familles éprouvées. Je suis venu avec une importante délégation du gouvernement, à la suite de celle qui est arrivée au lendemain de l'éruption. Non plus seulement pour continuer l'évaluation, mais surtout pour apporter des solutions aux divers problèmes que cette éruption a soulevés. C'est pour cela que je me suis fait accompagner des ministres sectoriels pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'assurer aux côtés des autorités provinciales que les problèmes sont entièrement pris en charge. Je voudrais aussi saluer la réactivité des autorités militaires et policières qui, en plus du défi sécuritaire, ont promptement réagi à ce défi que la nature nous a imposé. L'implication et l'accompagnement des acteurs humanitaires ont été très précieux pour la République démocratique du Congo et la ville de Goma en particulier. Mesdames et messieurs de la presse, 2 semaines après, la situation au plan sismique a positivement évolué. Et elle nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir avec moins d'inquiétude, même si la vigilance doit rester de mise. Depuis la survenance de l'éruption, seules les données des scientifiques nous ont guidés. Je voudrais ici saluer l'action de nos experts
de l'Observatoire volcanologique de Goma, qui veille nuit et jour pour éclairer nos décisions. Cela étant dit, je tiens donc à vous rassurer que votre gouvernement va tirer toutes les conséquences de cette épreuve. Dès mon arrivée, j'ai tenu à rencontrer tous ceux qui gèrent sans relâche cette crise multiforme de l'éruption. Du point de départ à l'OVG, au point de chute de la mission à l'hôpital provincial du Nord Kivu, j'ai rencontré des personnes motivées qui ont pu me faire dans les détails l'état de la situation pour apporter les solutions qui sont attendues. J'ai été particulièrement ému de voir une mère retrouver sa fille après plus de 2 semaines de séparation. Sur les axes Rutshuru et Sake, j'ai entendu des voix d'hommes et de femmes qui veulent retrouver leur logement et reprendre leur activité quotidienne. Et surtout celle des enfants qui réclament de retourner à l'école. J'ai compris leurs peines. Elles sont les nôtres et la préoccupation majeure du gouvernement. Prenons la mesure de la situation. Nous avons décidé dès aujourd'hui du retour progressif des déplacés, suivant le plan qui vous sera communiqué par le gouverneur militaire immédiatement après cette communication. Mesdames et messieurs de la presse, dans ma suite, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire se chargera de trouver un site qui puisse héberger les personnes qui ont perdu leur domicile. Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par la population. Nous devons tirer les leçons de l'éruption de 2002 et celle de 2021 pour que plus jamais nos populations ne soient si proches du danger. Le ministre d'État en charge du budget veillera de manière étroite avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour prendre des mesures économiques qui permettront de soutenir le petit commerce et les opérateurs économiques dont les activités ont été impactées par cette éruption. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. Et il nous a été présenté quant à ce, le dépôt de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels pour voir les produits pharmaceutiques devant couvrir les soins médicaux pendant cette période. Ici, j'ai le privilège d'annoncer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également
à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé, pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La ministre du Genre, Famille et Enfants travaillera étroitement avec la communauté des humanitaires pour aider les familles à retrouver leurs enfants perdus et pour veiller contre toute forme de violence faite aux femmes. Le ministre du Tourisme, avec ses experts, réfléchiront à comment transformer des sites qui ont été ravagés en des lieux d'attraction touristique. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale va continuer à fournir et à canaliser l'assistance humanitaire aux populations qui en auront besoin. Et à ce propos, il nous a été également présenté un stock de vivres et non-vivres auxquels le gouvernement recourt déjà en cas de rupture de stock des centres d'accueil des sinistrés. Le ministre des Hydrocarbures, qui est accompagné des experts de la société qui s'occupe du dégazage du lac Kivu. Pour la question, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes venus avec les experts de la société qui vont se charger du dégazage du lac. Ici, je voudrais mentionner que cela se fera en deux étapes. En effet, la descente qu'ils vont faire à Kabuno va permettre à ce qu'on puisse procéder au dégazage les plus dangereux. Parce que ces gaz qui sont justement dans le lac sont évalués en termes de risque sur base de leur profondeur. Et au niveau de la profondeur dans cette zone-là de Kabuno, et c'est important que cela soit fait en urgence. Et puis d'autres études seront faites sur le reste du gaz dans le lac pour voir aussi comment l'exploiter et pourquoi pas en bénéficier en termes d'énergie. Nous allons nous assurer cette fois-ci que ce travail soit fait. Les experts et le ministre des Hydrocarbures pourront vous fournir plus de détails pendant qu'ils seront ici en séjour parce qu'ils vont rester derrière moi pour poursuivre ce travail. Merci. Voilà, vous avez la deuxième question. RFI. Bonjour, Pascal Petit pour RFI Actualité.tv. À combien évaluez-vous les besoins après l'élection reconnue? La question, c'est quelle est exactement la hauteur de soit décaissée par le gouvernement central pour faire face aux conséquences de l'élection? Et est-ce qu'on peut savoir la répartition de ce temps-là? Merci. Voilà, au niveau des besoins urgents, le ministère des Affaires humanitaires et sociales, qui est le point focal qui est chargé de ces questions, et d'ailleurs en coordination avec les humanitaires, nous ont fait une évaluation de 16 milliards de francs congolais qui doivent être décaissés progressivement, principalement sur l'axe d'abord de l'alimentation des déplacés et leur prise en charge une fois qu'ils seront de retour ici, mais surtout qui couvre aussi les besoins d'assistance de transport, parce qu'il faudra que nous puissions les assister selon l'ordre qui sera donné par le gouverneur militaire dans le cadre du retour de ces déplacés ici dans la ville de Goma, mais aussi sur l'axe sanitaire. Parce que de ce côté-là aussi, nous devons lutter contre toute forme de pandémie ou de maladie à risque, telles que le choléra et la tuberculose. Donc, sur le montant, je vous l'ai donné. Sur la répartition, cela va se faire selon les différents secteurs que je viens d'énumérer. Voilà, merci. Alors, je voudrais peut-être compléter en disant que
je voudrais peut-être compléter en disant que les évaluations vont se poursuivre parce que nous comptons assister les populations, surtout celles qui ont perdu leurs habitations, dans la reconstruction de leur logis. Et de ce côté-là, nous allons mettre à contribution le génie civil militaire et donc des travaux d'évaluation continuent à se faire quant à ceux. Ici, je n'ai parlé que des premiers besoins d'urgence. Merci. Monsieur le Premier ministre, en cette période de la crise liée à la pandémie de la COVID-19, l'accès difficile au test Covid impacte négativement sur la situation économique de la population de Goma, dont la plupart vivent des commerces transfrontaliers. À la Grande Barrière, par exemple, les tests Covid du côté congolais se payent à $45 pour une validité de 2 semaines et les résultats n'interviennent que 24 € 48 heures après. Tandis que du côté rwandais, le même test Covid se paye à $5 pour une validité d'1 mois et les résultats n'interviennent que 15 minutes après prélèvement. Ma question, monsieur le Premier ministre, est de savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour aider ces populations qui, à ce moment, méritent une mesure de clémence. Merci. Voilà, merci pour la question. Effectivement, la problématique de la pandémie Covid-19 est une question qui préoccupe non seulement le chef de l'État, mais aussi tout le gouvernement de la République qui est mobilisé pour s'assurer que tout le pays puisse faire face à ce fléau qui ravage la terre entière. Et de ce côté-là, le ministre de la Santé est intervenu la semaine passée pour annoncer la montée au niveau des résultats des tests positifs des cas de Covid-19. Et donc nous pensons que nous entamons la 3e vague et que par rapport à ça, il y a des mesures qui doivent être prises. D'abord, nous devons absolument renforcer les mesures barrières et peut-être qu'on ira plus loin pour s'assurer que cette pandémie ne se propage pas davantage et à une vitesse exponentielle. Et il faut aussi tenir compte justement des différents variants qui se sont développés. Les premiers d'abord ceux du Royaume-Uni et puis par la suite le variant du Brésil et récemment celui de l'Inde. Et donc nous sommes regardants vis-à-vis de nos postes frontaliers quant aux tests qui doivent être faits pour toutes les personnes qui regagnent le pays, soit les nationaux ou les étrangers. Et à ce niveau, nous avons eu des échanges avec la task force justement de lutte contre le Covid-19 et nous avons levé l'option de procéder aussi désormais, et cela va être annoncé dans les jours qui suivent, à des tests rapides pour toute personne qui devra franchir nos postes frontaliers, qui pourront permettre justement d'avoir des résultats après 15 minutes. Et nous proposons que ces tests soient gratuits. Je peux déjà l'annoncer ici, comme ça nous allons nous prémunir et ça sera beaucoup plus le gouvernement qui va prendre ça en charge. En ce qui concerne l'accès à l'INRB, nous avons pris bonne note. Nous allons nous assurer que cet accès soit davantage accentué ici dans la ville de Goma. Merci. Je suis Marie-Noël Kabouya d'Initiative West TV. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les dispositions concrètes prises par votre gouvernement pour que l'OPG puisse faire son travail comme il se doit et nous éviter les déclarations d'urgence? Ça fait 8 mois, le volcan n'a pas été visité ou surveillé. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé des rendus. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, leur porte-parole dit que la prise en charge est mauvaise et ça n'encourage pas du tout la réduction des autres groupes armés locaux qui sont dans la brousse. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire? Et vous avez annoncé votre départ pour Beni et Ituri. C'est pour quand, Excellence, Monsieur le Premier ministre? Merci. Merci Madame pour vos 3 questions. Je vais commencer par la dernière parce que j'ai dit qu'un état des lieux devait nous être fait par le ministre de la Défense pour permettre que notre autorité puisse se rendre dans les zones de Beni et d'Ituri. Ensuite, en ce qui concerne
les déplacés, les rendus, comme vous les avez appelés, il vous souviendra que nous avions deux structures, le DDR et le STAREC. Ces deux structures qui ont évolué de manière parallèle n'ont pas fourni au moment attendu des résultats tels qu'on aurait voulu les avoir. C'est comme ça que dans le programme du gouvernement qui a été annoncé, nous avons décidé de la fusion de ces deux structures, qui désormais sera appelée DDR-CS. Et c'est une structure qui doit être mise en place par des actes juridiques réguliers. Nous en avons discuté au gouvernement lors des 2 derniers conseils de ministres et je peux vous assurer que cela sera finalisé au courant de la semaine que nous venons de commencer, ce qui va permettre d'opérationnaliser cette question de manière efficace. Donc ici, dès que cette structure sera en place, vous constaterez vous-même les résultats sur terrain. Nous avons pris déjà contact avec le général qui gère cette question. Il a un comité qui est ici, avec lequel nous avons discuté. Nous allons continuer à le faire après ce point de presse pour que nous voyions comment est-ce qu'on puisse prendre des dispositions efficaces. Donc, en ce qui concerne l'OVG, vous aviez suivi déjà que le ministre de la Recherche scientifique, lors de la mission qui était venue, la mission gouvernementale qui était venue faire l'état des lieux, au lendemain du 22, après l'éruption volcanique, était venu avec des moyens importants pour s'assurer d'abord qu'il y ait une prise en charge justement de cette structure. Et par la suite, nous nous sommes assurés que le matériel qui était déjà acheminé et qui était sous douane ici soit immédiatement mis à profit de l'OVG. Et dans mon propos, j'ai dit que là, plus rien ne serait comme avant. Jugez-moi sur le temps. Merci. Augustin Nienga, FLC. C'est Augustin Nienga, FLC. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. L'état des sièges a une durée de 30 jours selon notre constitution. Il a été prolongé à 15 jours. Mais il se fait qu'il y a certains animateurs, notamment les maires et les bourgmestres, qui n'ont pas encore entré en fonction. Alors, qu'est-ce qui justifie ce retard dans la mise en place de ces animateurs? Et parlant toujours de l'état des sièges, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous rassurer que ces animateurs auront suffisamment les moyens, notamment la rétrocession, pour l'atteinte des objectifs les assignés par le gouvernement que vous chapeautez déjà? Merci. Oui, merci madame pour les deux questions. En ce qui concerne les moyens qui devront être disponibilisés pour les autorités militaires et policières qui ont été mises en place, le gouvernement qui est un gouvernement responsable et qui fait suite à la décision